Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis contente de vous accueillir pour cette troisième et dernière réunion publique. Les précédentes, on avait une première réunion publique qui avait accueilli François Testine, chronobiologiste, et qui vous avait parlé de l'importance de respecter les rythmes biologiques, les rythmes de l'enfant. Nous avons eu la semaine dernière le plaisir de recevoir Benoît Degert, qui vous avait surtout parlé, entre autres, de l'éducation populaire et surtout des activités périscolaires et de leur intérêt dans la réussite éducative. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Yannick Ten, qui est inspecteur général de l'éducation nationale et qui va partager avec vous ses réflexions sur les différents rythmes scolaires. Alors, avant de lui donner la parole, je tenais de vous préciser, on terminera notre séance à 19h45 parce que M. Ten a un train à prendre et que, compte tenu du contexte, il ne faut pas le louper. Et donc, je vais être très bref. J'ai juste passé la parole à l'association à Éducation et Territoire qui nous accompagne dans notre concertation. Donc je laisse la parole à Éducation et Territoire, puis après M. Ten. C'est ça. Avant de laisser la parole à M. Ten pour l'intervention pour la réunion publique de ce jour, il nous semblait important de vous représenter l'ensemble de la démarche de concertation qui a été engagée par la ville de Châlons. Donc la ville de Châlons a souhaité mener une concertation sur l'organisation des temps scolaires en fin d'année dernière. Donc voilà les principales étapes. Au mois de décembre, nous avons organisé 4 réunions inter-écoles dans 4 secteurs de 4 quartiers de la ville de Châlons qui ont été l'occasion de faire le bilan de la réforme des rythmes scolaires à Châlons, en écoutant, en donnant la parole à l'ensemble des acteurs éducatifs, donc représentants des parents d'élèves, des enseignants, des directeurs et directrices d'école, et également des acteurs du périscolaire. Donc ça a été l'occasion de mettre à plat ce qui s'est passé donc, depuis la mise en place des 4 jours et demi, de voir ce qui a été bénéfique, ce qui au contraire mériterait d'être amélioré. Deuxième étape de cette concertation, donc on va clore actuellement cette étape, c'est l'étape des réunions publiques, donc avec les 2 réunions qui ont été rappelé par Madame Michel, et aujourd'hui l'intervention de Monsieur Ten pour clore cette phase. Et comme il avait été annoncé au début de la concertation, on va se réunir de nouveau en réunion interécole au courant du mois de mai, de façon à faire travailler donc l'ensemble des acteurs éducatifs à la réflexion, à la formulation de scénarios d'évolution sur l'organisation du temps scolaire. Est-ce que 4 jours et demi, avec quelle modulation? Est-ce qu'un retour aux 4 jours? Toutes les pistes seront envisagées et elles seront formulées à partir des propositions qui émergeront de ces réunions interécoles. Les scénarios vous seront présentés ensuite au mois de juin lors des assises sur l'organisation du temps scolaire pour une prise de décision et une décision à prendre en septembre, octobre, disons à l'automne 2018, pour décider quelle sera l'organisation du temps scolaire à venir pour la ville de Châlons. Donc je vais laisser la parole à Monsieur Ten, donc, qui est inspecteur général de l'éducation nationale et qui va aujourd'hui donc, vous livrer une réflexion sur le temps scolaire en explorant de nombreuses thématiques liées. Très bien. D'abord, bonjour à tous. Je parle donc de l'inspection générale qui a une particularité que je souhaite un peu présenter, c'est que nous avons la possibilité à la fois d'écrire et de dire un certain nombre de choses qui interpellent ou du moins qui est à destination du ministre. Et donc, en tout état de cause, l'inspection générale donne un certain nombre d'avis, d'analyses, à charge après, pour le politique, d'en faire ce qu'il en souhaite en tant que tel. Donc, pour dire que mon propos n'est pas forcément un propos libre, mais un propos certainement distancié, et que je vais essayer de présenter un certain nombre d'éléments. J'ai prévu 3 parties je vais essayer de tenir les délais en termes de temps. Une première partie sur les comparaisons internationales et des recommandations.
Et je crois que si on veut parler à un moment donné du temps de l'enfant, il est nécessaire certainement d'objectiver un petit peu les choses. Et j'en parlerai pas d'un point de vue chronobiologique, puisque ça a déjà été évoqué, mais sur d'autres points, notamment sur ce que j'appellerais les aspects plutôt sociaux et scolaires. J'aurai une deuxième partie où je ferai peut-être une analyse un peu plus sociale et scolaire. Et enfin, une troisième partie où je développerai ce que je crois être un des enjeux de la réflexion sur le temps scolaire, qui est ce que j'ai appelé une école de l'équité. Et qui doit permettre à un moment donné peut-être effectivement de représenter un peu les enjeux concernant le temps scolaire. Alors, par rapport au sujet qui nous réunit ce soir, entre semaine de 4 jours et semaine de 5 jours, j'ai bien conscience que sur la pente qui est prise à l'heure actuelle dans les écoles et dans les villes au niveau national, la semaine de 4 jours est en train de l'emporter. C'est un constat que l'on peut faire. Un constat que l'on peut faire et que l'on fait, je dirais même de manière récente, puisque j'évoquais il n'y a pas si longtemps la ville de Strasbourg qui fait une même démarche de réflexion et de communication. Et on a eu une intersyndicale qui a demandé à la ville de passer immédiatement à 4 jours. Une intersyndicale enseignante. Et donc on voit bien qu'à un moment donné, les intérêts qui sont en jeu sont des intérêts qui sont parfois contradictoires. Ce que je souhaite dans mon propos, c'est pas forcément donner mon avis, a priori il vous importe peu, mais peut-être d'essayer d'objectiver un petit peu cette situation. Alors une première objectivation sera celle des comparaisons internationales. On a la chance, aujourd'hui, de pouvoir bénéficier d'un grand nombre d'études, nationales mais internationales, et donc de comparaisons. Et quand on regarde un petit peu les choses, et pour ceux que ça intéresse, je pourrais donner les références, on s'aperçoit qu'au niveau mondial, on a plutôt un étalement de l'année scolaire sur 38 à 40 semaines. À l'heure actuelle, pour ce qui concerne la France, c'est 36 en tant que tel, ponctué par des vacances scolaires qui sont de 1 semaine, et pas de 15 jours, et avec des congés estivaux qui sont plutôt de 6 à 8 semaines. Donc on voit bien que la distribution annuelle, quand on compare, majoritairement, nous sommes déjà un petit peu singuliers. Deuxième comparaison, deuxième élément, la dominante internationale est plutôt celle à 5 jours. Les constats sont relativement simples à faire et c'est plutôt 5 jours. La moyenne hebdomadaire est plutôt pour le premier degré de 23h30 et plutôt pour le second degré de 26h. Vous connaissez le nombre d'heures en France, je ne vais pas le rappeler. Et avec des moyennes quotidiennes plutôt de 4 heures, puisqu'on est sur 5 jours et avec un étalement différent au niveau annuel, et 5 heures pour le second degré. J'ai fait aussi une autre comparaison. Je me suis posé la question, si on comparons les pays qui ont les meilleurs résultats à PISA. L'enquête internationale qui nous met à un moment donné un certain nombre d'indications sur le niveau scolaire de nos élèves à 15 ans. Je précise que la France, dans ce classement international, a des progrès à faire. Voilà. Alors c'est intéressant, pourquoi ? Parce que quand on regarde les comparaisons, on s'aperçoit, alors j'ai pris pas tous les pays, hein, j'aurais pu, il y en a 15 notamment qui sont en tête sur PISA et des enquêtes aussi. Dernièrement, on a parlé des mathématiques en tant que telles. On va retrouver d'ailleurs celui qui tient la première place en mathématiques. Bon, la Finlande a 190 jours d'école, Singapour 193, Shanghai 194, le Japon 210 et la Corée du Sud 220. Ce que je signifie simplement,
c'est que sans forcément établir une corrélation immédiate entre les bons résultats scolaires et la durée ou l'organisation du temps scolaire, on voit très bien que l'ensemble des pays qui sont en tête sur les évaluations internationales sont des pays qui ont plus de jours d'école qu'un certain nombre d'autres pays, dont le nôtre. Deuxième aspect, la durée des grandes vacances. Alors forcément, ça ne va pas vous surprendre. On le lit dans la presse, donc, mais les pays asiatiques, comme la Corée du Sud, Singapour, le Japon, ont 6 semaines de grandes vacances, hein, en tant que telles. La Finlande en a 10 et Shanghai en a 9. Ce que je veux dire, c'est que là aussi, comparaison internationale, il y a une réflexion sur l'année scolaire, avec la durée des petites vacances. Et la France reste certainement parmi les pays dont la scolarité est la plus concentrée. Et si on est sur la semaine à 4 jours, ce qui est une possibilité, nous sommes à 140 jours d'école. Si vous faites la différence entre Singapour aujourd'hui, qui a les meilleurs résultats en mathématiques, et nous, vous êtes à plus de 50 jours d'école de différence. Deuxième aspect, on a connu, depuis 30 ans, même 40, on a connu un certain nombre d'aménagements. Pour ceux qui sont un peu plus anciens, un peu comme moi, vous avez vu ou vous avez connu la disparition du samedi après-midi. Puis après, on a vu la transformation du samedi matin vers le mercredi matin. On a vu à un moment donné la recherche de ce que les chronobiologistes avaient appelé un rythme circadien relativement équilibré, 7 semaines d'école, 2 semaines de vacances. Alors vous n'avez pas dû le connaître parce que ça s'est tenu qu'une seule année et après on a arrêté. Et on a mis en place les zones, enfin, etc., etc. En revanche, ce qu'on n'a pas touché, c'est la durée de l'école. Donc pour le premier degré, 6 heures. Donc on n'a pas touché la journée, en fait. Et on n'a pas touché l'année scolaire. Et là, on se pose la question en tant que telle, c'est que la densité scolaire des écoliers français est certainement une des plus denses du monde. Il faut le savoir, il faut simplement se le dire. C'est notre histoire aussi, hein, mais en tout état de cause, on est sur cette objectivation en tant que telle. L'analyse de l'histoire de l'éducation, et un certain nombre d'historiens de l'éducation le montrent, quand ils étudient cette histoire-là, témoignent à un moment donné que finalement, chaque fois qu'il y a eu réflexion du temps scolaire de l'enfant, en fait, on faisait la réflexion du temps de travail de l'enseignant. Et c'est certainement cette contiguïté qui a fait que les évolutions qu'on a connues n'ont certainement pas permis de poser le débat autrement que temps de travail de l'enseignant. En tout état de cause, et on l'a vu, cette approche-là, qui a fait qu'on a collé les deux sujets, qui sont en fait des sujets, à mon sens, différents, mais on les a collés. C'est ce que témoigne d'ailleurs le sénateur Jean-Claude Carle dans une enquête sénatoriale qui s'est achevée en 2017, qui déclare et qui indique qu'un retour à la semaine de 4 jours serait un mauvais signe, car on ferait prévaloir le monde des adultes sur celui des enfants. Et il demande, d'ailleurs, dans le même rapport, une durée maximale de la journée de classe à 5h30, ce qui nous rapprocherait de la moyenne internationale. Bien plus, quand on regarde aussi au-delà des comparaisons internationales, les enquêtes, ou du moins les rapports qui ont pu être faits, on voit que l'Académie de médecine, en janvier 2010, estime néfaste non seulement la semaine de 4 jours, mais évoque une année scolaire de 180 à 200 jours. En fait, il s'appuie sur les comparaisons internationales. Et ce que nous dit l'Académie de médecine, c'est très clairement, non seulement il faut réfléchir à l'organisation de la semaine scolaire, non seulement il faut réfléchir à l'organisation de la journée scolaire, mais il faut aussi réfléchir à l'organisation de l'année scolaire. Ce qui n'a pas, aujourd'hui, été relativement fait. Luc Châtel, en 2011, qui établit une conférence nationale,
évoque dans sa conclusion, qui avait été présidée par Christian Forestier, un ancien recteur et un ancien inspecteur général, que la semaine de 4 jours à l'école primaire était inadaptée et fait l'unanimité dans la description de ses inconvénients. Fatigue des élèves, resserrement des enseignements. Et enfin, l'Institut Montaigne, qui est une association, on va dire, pour parler franglais aujourd'hui, un think tank, effectivement, prône lui aussi l'absence du retour à une semaine de 4 jours. Pourtant, l'ensemble de ces recommandations, comment dirais-je, qui sont à la fois nombreuses et réitérées. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a unanimité là, sur les avis. Il n'y a pas, à l'heure actuelle, d'autres voix qui diraient cette semaine de 4 jours aurait des avantages sur, etc. Dans l'état actuel de l'organisation du système scolaire, toutes les recommandations, qu'elles soient de l'ordre du médical, de l'ordre du social ou de l'ordre à un moment donné du politique, font que nous avons effectivement l'ensemble de ces conclusions-là. On nous incite, en fait, dans ces rapports, quand vous les lisez, à faire prévaloir l'intérêt de l'enfant. Et c'est peut-être à un moment donné la vision que l'on peut, comment dirais-je, observer, c'est quel pourrait être l'intérêt de l'enfant entre une organisation du temps scolaire qui étale à un moment donné cette organisation et une organisation du temps scolaire qui la concentre dans le système qu'on connaît ou qu'on a connu aujourd'hui. Et dans mon propos, je ne vais pas tenter d'opposer le choix entre les deux formules. Je ne suis pas là pour participer ou lancer une polémique. J'essaye simplement de présenter les tenants et aboutissants, je dirais, de l'ensemble des positions. D'autant que, quand je dis que je choisirais le camp des intérêts de l'enfant, je crois que je suis assez pragmatique aussi pour comprendre les raisons qui font qu'à un moment donné, on préfère peut-être 4 jours, qui peuvent être des raisons multiples, variées, personnelles, familiales, sociales, économiques. Des communes peuvent choisir qu'à un moment donné, ce système-là leur permet une organisation plus facile, à la fois en termes de gestion, à la fois en termes de financement. Des familles peuvent considérer qu'à un moment donné, dans leur organisation personnelle et familiale, c'est peut-être préférable d'avoir ce système-là. Je ne contre-argumenterai pas sur ces raisons-là. Je vais prendre un autre biais qui va être celui, pour le coup, de ce que l'on veut pour le système éducatif et ce que l'on veut pour les enfants. Une première analyse dans le débat qui nous rassemble, et très, très honnêtement, les éléments que l'on peut faire prévaloir peuvent être parfois contradictoires. Et je vais citer, parce qu'on l'a cité beaucoup, la dernière évaluation de l'ADEP, la délégation d'évaluation de prospective du ministère, qui a fait une évaluation sur l'organisation du temps scolaire et qui a été citée à un moment donné comme étant l'évaluation qui montrait qu'il n'y avait ni d'avantage à 4 jours, ni d'avantage à 5 jours, ou à 4 jours et demi. Je voudrais simplement m'arrêter sur ça. D'abord pour dire que dans son introduction de son étude, l'ADEP précise quelque chose d'intéressant. Il ne s'agit pas d'une évaluation du passage de 4 jours à 4 jours et demi, ni d'une comparaison entre les rythmes à 4 jours et le rythme à 4 jours et demi. Donc elle nous prévient que dans son étude, elle ne fait pas de choix de comparaison. Elle ne fait pas de choix de comparaison parce que ce n'est pas le sujet de cette évaluation. Le sujet de l'évaluation était de tenter d'évaluer les avantages et inconvénients de l'organisation des 4 jours et demi, pas des deux systèmes. Deuxième autre chose, l'ADEP ne propose pas dans ce dossier une étude d'impact global de la réforme, donc de 4 jours et demi de 2013, sur les acquis des élèves, ni sur la pratique des enseignants.
Et là aussi, c'est intéressant comme précaution dans l'étude, puisque l'ADEPE nous dit très clairement on ne peut pas évaluer les influences de telle ou telle organisation sur les acquis des élèves ou sur les méthodes ou les travails pédagogiques des enseignants. Et la précaution d'enquête et la précaution de langage est important parce que généralement dans les arguments qu'on entend de l'un ou de l'autre, c'est de dire ça va permettre telle chose pour les enfants en termes de résultats ou ça va permettre telle chose en termes de pratique pédagogique. L'ADEPE nous dit très clairement c'est pas ce qu'on a évalué. Et elle nous dit très clairement que le choix le plus modeste qui a été fait a été celui d'évaluer finalement les organisations à 4 jours et demi. Pourquoi elle dit ça? Et je me suis posé la question en lisant ce rapport qui est disponible sur Internet. Vous pouvez le trouver sans difficulté. Je me suis posé la question pourquoi autant de précautions? Et ça m'a conduit à relire un certain nombre de rapports, notamment pour ce soir. Donc je vous remercie de m'avoir invité parce que j'ai pu retravailler un certain nombre de choses que j'avais un peu oubliées. L'ADEPE le dit un petit peu, mais je vais le reprendre différemment. En gros, l'ADEPE nous dit il n'y a pas de groupe de contrôle. Pour savoir si tel système est préférable à un autre, quand on évalue, il aurait fallu avoir un groupe contrôle. Or, on n'a pas de groupe contrôle. On est passé à un moment donné à la semaine de 4 jours. On est revenu à la semaine de 4 jours et demi. Et on n'a pas d'évaluation. Et ma réflexion est peut-être la suivante, et cette précision est importante. Je crois que pour évaluer un système, il faut d'abord expérimenter, tenter de voir une certaine généralisation, évaluer, et après légiférer. Et réévaluer une fois qu'on a effectivement légiféré et mis en œuvre. En France, généralement, et je le dis très clairement, on légifère, et après on essaye d'évaluer. Je dis bien on essaye. Et de temps en temps, le réveil est douloureux, puisque les enquêtes internationales que nous avons nous renvoient une image, et notamment si vous regardez les dernières enquêtes internationales, les dernières évaluations internationales sur les mathématiques, nous sommes les derniers des pays de l'OCDE en Europe. On est les derniers. Il n'y a pas à chercher, si vous prenez l'enquête, nous sommes derniers. Et l'enjeu qui est présenté, eh bien, un enjeu, à un moment donné, scolaire. Et cet enjeu-là, c'est pour ça que je m'écarte un peu de l'ensemble des argumentaires qu'on peut évoquer. C'est que, en France, malheureusement, on a tendance à dire qu'on va évaluer et parfois on n'évalue pas. Ou on a tendance à prendre des décisions et c'est dire après qu'est-ce que ça donne. Il faudrait de temps en temps, et on peut l'espérer, inverser effectivement cette mécanique. Ce que je voudrais aussi évoquer par rapport aux évaluations internationales que j'évoquais, on a beaucoup parlé, par exemple, en mathématiques, à l'heure actuelle, je pense que s'il y a des enseignants dans la salle, ça va leur parler, de la méthode de Singapour. En disant, la méthode de Singapour, d'un point de vue didactique, est intéressante, etc. Ce qui est vrai. Mais je ne vais pas vous expliquer ce soir la méthode de Singapour. Si ça vous intéresse, je peux le faire aussi, mais je vais m'en abstenir. En revanche, si je prends les résultats par rapport à Singapour, si on est à une semaine de 4 jours, à 140 jours d'école, et qu'on est à peu près à 200 jours d'école à Singapour, vous avez un gap de 60 jours. 2 mois d'école. Alors effectivement, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ces éléments-là. Mais quand même, certes, il y a d'autres éléments qui vont faire en sorte que les résultats de Singapour vont être peut-être meilleurs. La taille de Singapour, ce n'est pas la taille de la France, si vous comparez. L'histoire de Singapour, ce n'est pas la même chose que l'histoire de la France. Le régime politique singapourien, c'est pas totalement... je
Je préfère être en France en tant que tel. Mais il n'en reste pas moins que nous avons à un moment donné un élément qui est un élément factuel et qui montre effectivement cette différence. Alors, le point, et en revanche d'un point de vue pratique, je crois qu'on peut penser que le temps passé à l'école, et très, très clairement c'est une conviction que j'ai à la lecture ou à l'analyse des problématiques que j'ai pu faire, avec des vacances certainement mieux coordonnées avec le temps scolaire, sont des éléments qui peuvent favoriser la réussite des élèves. Les études ont montré que la relation entre la quantité d'enseignement et son efficacité n'est pas mathématique. Et je voudrais là aussi mettre, pour être clair avec vous, mettre un bémol quand même aussi au discours que je peux tenir. C'est-à-dire que par rapport au lien qu'il peut y avoir entre temps scolaire et réussite scolaire, quand je dis que ce n'est pas mathématique, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas prouvé. De manière très claire, il n'y a pas d'études réellement étayées sur la relation entre le temps scolaire et la réussite scolaire. Ce qui veut dire que, en tout état de cause, ce qui est posé, c'est comment est occupé à un moment donné le temps de l'enfant, et je dis bien le temps de l'enfant, c'est-à-dire le temps scolaire de l'enfant et le hors-temps scolaire de l'enfant. Et l'enjeu, il n'est pas simplement du temps scolaire en tant que tel, ça fait une partie des problèmes, mais c'est aussi à un moment donné comment la société, comment nous, comment les parents, mais aussi comment l'école, comment les élus vont travailler ensemble pour faire en sorte qu'à un moment donné, nous ayons des réponses sur l'aménagement du temps de l'enfant, qu'il soit scolaire ou hors temps scolaire. Et de manière claire, il est évident que si nous étions sur une vraie refonte du temps scolaire, ce soir, ce n'est pas l'argumentaire ou le contre-argumentaire sur semaine de 4 jours ou 4 jours et demi qui nous réunirait, ce serait bien la réflexion sur effectivement ce temps de l'enfant et notamment sur l'année scolaire, comment on l'organise. Il y a donc, et je le dis très clairement, un choix politique à faire. Et quand je dis un choix politique, pas simplement que des élus, un choix politique pour chacun de nous, d'où on parle et d'où on est, pour dire à un moment donné qu'est-ce que nous choisissons effectivement dans l'organisation du temps scolaire de l'enfant. Et quand j'ai fait cette réflexion-là, je voudrais vous donner 2 remarques qui franchement m'interrogent aussi beaucoup, et notamment sur le débat que nous sommes en train de mener. J'ai dernièrement, parce que à l'inspection générale, on m'a confié le dossier du numérique, entre autres. Pour ceux que ça intéresse, je peux aussi faire quelque chose sur le numérique. Mais ce qui m'a intéressé, quand j'ai été invité à réfléchir avec vous sur le temps scolaire, j'ai regardé le temps que les enfants passent sur les écrans, notamment tablettes et ordinateurs, ou téléphones portables. Et c'est intéressant parce que pour les enfants de 1 à 6 ans, alors vous allez me dire à 1 an, etc., dans les enquêtes que nous faisons, et qui sont faites avec d'autres spécialistes, les parents donnent souvent, même à 1 an, le petit téléphone portable avec des petites choses dessus, à leur enfant qui est dans la poussette, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que l'apprentissage est précoce, très précoce. Et d'ailleurs, c'est un apprentissage précoce qui fonctionne bien, puisque en 2012, les enfants de 1 à 6 ans passaient 2h10 à peu près par semaine sur les machines. Ils en sont aujourd'hui à 4h37. Si vous multipliez par 2. Si vous prenez les 7-12 ans, on est passé de 4h50 à 6h10. Et avec une remarque, c'est que, en tout état de cause, le contrôle, on va dire, parental,
est parfois faible. Et les pratiques, notamment pour les préadolescents, donc plutôt vers 10 ans, et encore plus vers 14 ans ou 15 ans, font que la fréquentation, notamment de ce type d'appareil, se fait souvent en nocturne, c'est-à-dire quand tout le monde dort. C'est-à-dire que l'interdiction que vous pouvez faire, j'ai été un peu parent, donc on est aussi à un moment donné dans le contrôle, hein, quand même. Parfois, le contrôle n'est pas opérant parce que ça se fait à des heures où on n'est pas là, hein, où on est en train de dormir. Et pourquoi cette réflexion ? C'est parce que je me dis que dans une hyper-socialisation avec ce type d'appareil, une hyper-consommation aussi, si on réduit le temps de l'école, on ouvre des espaces à autre chose. Et je vais être encore plus catastrophique, parce que tout le monde évoque les réseaux sociaux, Facebook, etc. Je ne voudrais pas vous inquiéter, mais même si à l'heure actuelle Facebook a quelques difficultés, mais enfin il s'est excusé, hein, il a dit que c'était pas grave, que c'était pas de sa faute surtout. À l'heure actuelle, le réseau social qui se développe le plus, c'est YouTube. C'est YouTube. Taux de pénétration chez les jeunes, plus de 20% annuel. Et avec mise en image, des images qui ne sont pas contrôlées, des images filmées que l'on peut mettre immédiatement, etc. Et ce que je veux dire aussi, c'est que le temps de l'école, c'est aussi ce temps d'apprentissage et de socialisation. Et il faut que ce temps perdure. Et que la réduction du temps de l'école, c'est aussi à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait pour pallier, non pas lutter contre, mais pour pallier les difficultés, notamment de cette hyper-socialisation. Je voudrais enfin évoquer, pour être au clair, une deuxième remarque, et ça sera, après j'arriverai vers ma conclusion. C'est un modèle assez rare d'augmentation du temps scolaire. C'est un modèle américain qui s'est fait dans un quartier aux États-Unis, dans un quartier défavorisé. C'est la seule étude qu'on connaisse où on a augmenté le temps scolaire pour pallier les difficultés sociales. Et on l'a augmenté de manière sensible. Et c'est la seule étude qui montre qu'il y a une relation entre les performances scolaires et l'augmentation du temps scolaire. C'est-à-dire on a amélioré les résultats scolaires dans ce secteur défavorisé. Et c'est pour ça que je terminerai plutôt sur un appel, sur la notion de vivre ensemble, qui est primordiale pour moi pour le développement des enfants. Et je crois que ce vivre ensemble reste pour l'école véritablement une condition de réussite pour les résultats scolaires. Ça veut dire que l'école doit s'inscrire dans une volonté forte entre temps scolaire et hors temps scolaire. Et très honnêtement, je vous remercie d'être aussi nombreux ce soir sur ce thème. Je remercie les élus et l'ensemble des personnes qui sont ici présentes pour avoir pris le temps de venir, ce qui montre aussi votre volonté, votre intérêt, mais aussi votre investissement. Et je crois que la réflexion, effectivement, sera une réflexion difficile, compliquée. La densité aussi de la journée scolaire française, je dirais, pèse aussi beaucoup. Donc c'est peut-être aussi une source de réflexion. Mais si vouloir vivre ensemble, c'est améliorer les résultats scolaires, je poserai simplement, et avec les deux remarques que j'ai faites tout à l'heure, et notamment sur l'usage des outils numériques, je poserai simplement la question du bien-être à l'école. Comment construire pour les enfants ce bien-être. Et très honnêtement, je le dis très fortement, tous les élèves n'ont pas les mêmes conditions de vie. Tous les élèves ne les ont pas. Tous les élèves ne sont pas dans les mêmes situations, ni familiales, parentales, sociales, etc.
L'école ne peut pas, elle toute seule, corriger cet ensemble-là, c'est une œuvre collective. Mais en tout état de cause, on a aussi à s'interroger sur comment faire en sorte que nous donnons des chances à tous et que nous puissions, à un moment donné, non pas compenser, non pas corriger, mais accompagner et aider. Et la réflexion sur le temps que vous êtes en train de mener en tant que tel, je crois, participe d'un débat où il faut poser avant tout celui de l'intérêt de l'enfant, de tous les enfants. Et de dire à un moment donné, alors il va y avoir des arguments sur les contraintes. Par exemple, j'ai entendu beaucoup de choses sur la fatigue des élèves. Ah oui, mais il y a la fatigue des élèves. Bon, je ne vais pas faire comme un sénateur qui a répondu la fatigue des élèves, c'est d'abord le travail des parents. Quoique. Mais la fatigue des élèves, elle est aussi non pas dépendante d'un choix binaire, elle est aussi à un moment donné dépendante de comment on organise à la fois le temps scolaire et le temps social. Comment on fait coïncider ou pas les deux temps. Je terminerai mon propos avec une étude de 2 chercheurs, et pour dire que j'ai beaucoup parlé de l'intérêt de l'enfant, mais je vais élargir dans cette conclusion, ou cette phrase de conclusion, je vais élargir un peu le propos. J'ai 2 chercheurs, je devrais dire 2 chercheuses, et c'est important pour la conclusion, qui en novembre 2017 ont fait une étude sur la semaine de 4 jours, puisqu'on a quand même quelques retours, et qui disait de manière très claire que le retour à la semaine de 4 jours, c'est avant tout une pénalisation pour les femmes. Et que ce sont les femmes qui, à un moment donné, verront leur temps impacté par rapport à cette organisation. Alors pour différentes raisons, là aussi c'est une étude que vous pouvez trouver et que je veux bien indiquer. Et ça sera mon mot de conclusion, c'est que de l'intérêt de l'enfant, il y a aussi un intérêt social, et que le choix social et politique qui est posé ce soir, c'est que le bien-être des enfants, c'est aussi celui des adultes. Je vous remercie.